OK, alors bonjour ou bonsoir, selon le moment que vous allez visionner ce petit webinaire du 31 mai 2020. Donc, il est 20h, 20h01, quelque chose comme ça pour les gens de l'Europe et pour 14h pour les gens du Québec. Et il me fait donc plaisir donc de vous souhaiter la bienvenue à ce petit webinaire. Alors, moi, donc, dans ces webinaires-là, ils servent à quoi? Mais ils servent à bien des choses, en fait. Vous pouvez poser des questions sur tous les sujets que vous avez envie de poser des questions qui concernent donc l'enseignement de la pleine conscience intuitive, bien sûr, mais aussi sur votre vie personnelle, des choses que vous aimeriez à lesquelles je réponde. Alors évidemment, je le fais sans promesse hein, d'efficacité. Je vais humblement essayer de vous transmettre de l'information sur une problématique qui peut exister. Ça fait quand même plusieurs années que je fais ça, donc je pense que je peux effectivement aider des gens à ce niveau-là. Et puis évidemment, il y a des questions qui me sont posées sur des thèmes plus généraux, comme par exemple la conférence que j'ai donnée le dernier mois, début de mois, qui était une conférence où j'ai eu un petit peu de problèmes techniques, malheureusement. Le vidéo n'était pas super adapté avec le son. Je dois y revenir pour essayer de le corriger, mais présentement, je ne suis pas parvenu à le corriger. Donc, je m'excuse hein, pour ceux qui visionnent sur YouTube, par exemple, la vidéo Comprendre l'humanité, je crois, quelque chose comme ça, et dans lequel, bien évidemment, il y a un déphasage entre la voix et l'image. Mais j'ai quand même eu des questions qui m'ont été posées suite à cette petite conférence-là. Alors, bonjour Shéna. Et puis, donc, j'avais envie de commencer à répondre aux petites questions qui m'ont été posées. Puis par la suite, bien évidemment, comme toujours, vos questions sont des questions qui sont toujours intéressantes, quelles qu'elles soient les questions que vous avez à poser. Donc, n'hésitez pas à me les inscrire sur le chat pendant que je vais faire la petite présentation. Puis moi, je reviendrai sur chacune des questions afin donc de répondre à vos demandes, à vos besoins, puisque l'événement d'aujourd'hui est là pour ça. Donc, première question que j'avais envie d'aborder, quand j'ai parlé de la conférence Comprendre l'humanité, en fin de compte, la dernière conférence que j'ai donnée, j'ai mis en évidence un peu cette notion des forces de l'ombre et des forces de la lumière, et des questions m'ont été posées là-dessus. La première chose que je voulais vous dire, c'est que je vous ai parlé des forces de l'ombre en vous disant que, en tant qu'être humain, moi, je suis fait de chair et d'os, hein, comme nous tous. Puis, je vous disais dans cette conférence-là qu'on était en interaction avec un univers subtil. Je le nommais l'univers superlumineux. C'est un univers qui n'est pas visible à l'œil nu parce que les particules de cet univers-là vont plus vite que la lumière. Et dans cet univers-là, je disais qu'il n'y avait pas d'espace-temps, donc pas de présent, passé, futur. Tout s'agglomère en un seul. Et je vous disais aussi qu'il y a une information qui s'accumule sans cesse. Alors, cette idée de ça veut donc dire que l'information s'accumule sans cesse et on pourrait dire qu'elle s'accumule en tenant compte d'une forme d'affinité vibratoire. C'est-à-dire que, par exemple, toutes les émotions les plus basse qualité vont s'attirer mutuellement les unes avec les autres, donc une forme d'agglomération, un genre de niveau de conscience qui va prendre forme avec des énergies très basses. Puis, effectivement, il y a donc une progression qui va s'effectuer, plus que il y a dans certains autres niveaux de conscience des émissions de pensée, des émissions d'événements de la vie passée qui ont pu être plus positifs ou plus évolutifs, qui vont s'agglomérer les uns avec les autres. Puis moi, en tant qu'être humain, quand je vibre avec quelque chose qui a des basses vibrations, bien, je vibre avec des mémoires appartenant aux basses vibrations. Et quand je vibre avec des aspects de moi qui sont évolués, ben, je vibre avec des mémoires évolutives qui sont à des niveaux de fréquence plus élevés. Est-ce que vous me suivez par rapport à ça? C'est un peu ce que j'avais dit lors de la conférence. Alors, il y avait Robert qui m'avait posé une question concernant cette fameuse force de l'ombre, force de lumière, que les forces de lumière font partie, existent aussi là-dedans, bien sûr. C'est-à-dire que, j'en ai parlé un petit peu dans la conférence, l'idée que les forces de l'ombre, évidemment, sont les forces qui sont les plus importantes sur la Terre. Hein, on est en interrelation avec des forces de l'ombre plus importantes que les forces de la lumière. Pourquoi? Parce que l'être humain a beaucoup plus généré de forces de l'ombre, il les a beaucoup plus nourries que les forces de la lumière. Par exemple, la haine, pour donner un exemple, bien, depuis le début des temps, la haine a été fortement reproduite dans cette histoire-là. Alors, il y a Shéna qui me parle de coupures, donc peut-être qu'il faudrait vérifier ta connexion, parce que si tout le monde a des coupures, ça serait le problème à ce moment-là qui viendrait de moi, mais si c'est seulement toi, à ce moment-là, Shéna, il faudrait peut-être que soit tu ressors de la salle et que tu reviennes, soit que tu vérifies ton son. Je ne peux pas tellement dire grand-chose là-dessus quand il y a des coupures, c'est plus difficile. Moi, je te dirais de sortir puis de revenir, ce serait peut-être la meilleure façon. Donc, puis par rapport donc aux questions que je viens de vous poser, donc vous l'avez compris, c'est que moi, en tant qu'être humain, je suis donc une antenne
et cette antenne-là vibre avec cet univers superlumineux-là, et cet univers superlumineux a des fréquences très très basses, comme des fréquences très très élevées. Et puis moi, bien inévitablement, dans mon cheminement de vie, j'ai une certaine responsabilité, puisque je peux vibrer avec ce qu'il y a de plus bas, et je peux vibrer avec ce qu'il y a de plus haut. Donc, je dois apprendre, moi, en tant qu'être humain, à faire des voyages dans l'intérieur de moi-même pour être capable de me retrouver dans une position d'alignement, puisque cette position d'alignement me permet de moins en moins raisonner avec ces mémoires-là, parce que quelles que soient les mémoires évolutives ou les mémoires limitatives, quand je raisonne avec ces mémoires-là, je suis en train de vivre une position d'horizontalité. C'est-à-dire que je commence à ce moment-là à m'enlever un certain pouvoir par rapport à ma propre vie et je commence à donner du pouvoir à d'autres choses. OK? Alors, d'autres choses, ça veut dire quoi? Je vais vous donner des exemples de ça parce que dans la conférence, j'avais parlé aussi de toute cette notion de complot qui existe actuellement beaucoup avec ce qui se passe. Ça a toujours existé. Il y a la thèse du complot. Hein? Puis les thèses du complot, quelque part, elles reposent sur une compréhension ésotérique des choses souvent. Alors, là, je voudrais parler des complots, mais je vais faire des nuances parce qu'il y a, à mon sens, à moi, des hypothèses qu'on peut émettre sur l'humanité actuellement qui peuvent être justifiées et qui peuvent reposer sur des faits. Et il y en a d'autres qui peuvent davantage reposer sur des hypothèses. Et ces hypothèses-là, quelque part, ben, sont plus difficiles à vérifier. Je vais vous donner un exemple de tout ça. Je pense, par exemple, à la thèse des reptiliens. On est manipulé par des forces reptiliennes. Mais ces forces reptiliennes-là, quelque part, elles viennent d'où? Bon, on va dire que ce sont des forces extraterrestres. Bon, il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup étudié là-dessus. Je n'irai pas dans le détail de ça. Mais ce sont des thèses, évidemment, qui sont beaucoup plus difficiles à démontrer que, par exemple, de dire, pour donner l'exemple, que les compagnies pharmaceutiques sont vendues, par exemple. Hein, pour faire une image caricaturale, quand je dis que les compagnies pharmaceutiques sont vendues, je fais référence, évidemment, au fait que on peut questionner beaucoup actuellement ce qui se passe dans le monde. On peut questionner, on peut se poser des questions. Alors, je ne dis pas que c'est une vérité, mais je dis que les questions qu'on peut se poser nous amènent à se dire, bien, effectivement, les compagnies pharmaceutiques ont peut-être une façon de regarder la santé humaine comme étant bon, comme un moyen de faire de l'argent et que c'est peut-être pas acceptable. Par exemple, on pourrait arriver à conclure quelque chose comme ça et on aurait quand même un certain élément de faits concrets, tangibles qui nous permettrait d'arriver à cela. Alors maintenant, ces faits concrets, tangibles-là, si on repose sur des faits concrets, tangibles, si on pense maintenant à des hypothèses comme les reptiliens ou qu'on pense aux forces sataniques, par exemple, qui abusent des enfants, par exemple, j'ai déjà vu ça, des choses comme ça qui sont données, qu'on voit souvent sur Facebook. C'est intéressant. Maintenant, évidemment, ce sont à quelque part beaucoup plus difficiles à démontrer. On peut, et c'est pas parce que, je vais donner un exemple, c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, abuse d'enfants qu'il est nécessairement satanique et qu'il boit le sang des enfants, par exemple. OK, je fais la différence. Alors, tout ça pour faire comprendre que toute cette idée de manipulation, à quelque part, qui se vivent dans les médias, ben, elle peut se vivre à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux nourrir à quelque part à mon insu des peurs, des angoisses, plein de choses que je peux nourrir à l'intérieur de moi-même. Et ces blessures-là que je nourris en étant en résonance avec ces mémoires-là vont faire que je vais les transposer vers l'extérieur et que je vais pointer du doigt quelqu'un en disant c'est de sa faute, etc. Donc, évidemment, tout ça, finalement, peut m'amener donc à, je dirais ça comme ceci, à ne plus comprendre à quelque part ce que je dirais la réalité versus le monde subtil. Le monde subtil, c'est un monde, donc, dans lequel je peux vibrer avec des émotions, avec avec des pensées qui proviennent du passé, qui peuvent provenir quelque part de mon présent actuel et qui peuvent provenir aussi de projections de mon futur. C'est-à-dire, alors je disais à la conférence, par exemple, qu'on avait compris, nous, en tant qu'être humain, qu'on allait, d'une certaine façon, arriver à la fin du monde. Et que nous-mêmes, à quelque part, on était en train de contribuer à la fin du monde. Et dans l'histoire de notre conscience, quand on regarde notre inconscient, on porte en soi ça. On a cette conviction qu'un jour, il y aura la fin du monde. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Alors, cette conviction-là, évidemment, si je me mets à raisonner avec elle, je vibre avec des mémoires provenant de l'histoire collective humaine et que je vais nourrir et qui vont m'amener à pointer le regard de la réalité actuelle en me disant la fin du monde s'en vient. Alors évidemment, si je regarde la condition de la planète actuelle, je peux présumer, je peux émettre l'hypothèse que si on continue comme ça, on pourrait contribuer à la fin du monde. Maintenant, si je suis convaincu que ça m'amène vers la fin du monde, je suis complètement devenu figé dans mon histoire de vie et je ne suis plus capable d'être créateur par ma propre vie. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'actuellement,
Le danger, comme moi je vois dans ces théories du complot, c'est d'oublier quelque part qu'est-ce qui interagit autour de soi-même et qui fait quelque part qu'on va pointer du doigt à l'extérieur de soi des gens, des situations en disant c'est de leur faute, c'est de leur faute, c'est de leur faute. Puis on oublie à ce moment-là de devenir, nous, un être aligné qui nous ramène à notre potentiel créateur, puis qui nous ramène à l'idée de se dire, ben moi, j'ai une responsabilité là-dedans. C'est pas juste lui, c'est pas juste lui, c'est pas juste lui. Je suis un être humain, je suis une antenne. Cette antenne-là, elle vibre avec des mémoires qui peuvent vibrer avec des mémoires très basses. Je peux vibrer avec des mémoires très, très basses dans les conscients collectifs, hein, de l'être humain, de l'histoire de l'humanité. Je peux vibrer avec des mémoires très, très élevées. Et ma responsabilité, évidemment, moi, en tant qu'être humain, c'est d'apprendre le plus possible à me rendre responsable de ma propre vie et à devenir créateur. Créateur, c'est donc dire de générer quelque chose qui m'amène à créer ma vie en accord avec qui je suis. Alors, moins je crée ma vie en accord avec qui je suis, plus je me retrouve dans une position de victime. Et cette position de victime, bien, inévitablement, c'est pas ce qu'on souhaite. Hein. La position de victime, c'est la position où on a l'impression, quelque part, que il y a toujours quelqu'un qui nous empêche de quelque chose. Alors, actuellement, avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup la théorie du complot qui s'est manifestée. Puis la théorie du complot, bien, inévitablement, nous amène à vivre une position d'observateur, en fin de compte, où on se dit, ça c'est les bons, puis ça c'est les méchants. Hein, par exemple, lui il est bon, lui il est méchant. Alors là, on tombe dans une forme de dualité. Et cette dualité-là nous amène vraiment à bien comprendre cette notion de ombre et lumière, les forces de l'ombre, les forces de la lumière. Les forces de l'ombre, c'est quoi? Ben, si on veut aller dans l'exagérer, on va parler de Satan, des forces sataniques, on va parler des forces reptiliennes, on va parler des entités négatives, de tout ce qui est associé à l'exorcisme. On va vraiment parler quelque part de quelque chose qui vient nourrir finalement tout ce qui est sombre à l'intérieur de soi. Toutes les pulsions sexuelles qui sont pas respectueuses face à soi-même, face à l'autre. Vous voyez, alors tout ça va être finalement beaucoup en liaison avec les forces de l'ego, les forces du pouvoir. Bon, c'est toutes des choses qui vont vraiment être en relation avec les forces qu'on pourrait appeler les forces de l'ombre. Les forces de l'ombre, qu'est-ce que c'est? Ce sont les forces égoïques. Les forces égoïques, à quelque part, c'est les mémoires d'ego qui ont plus reconnu leur importance à eux que l'importance de l'humanité ou de la nature. Donc, ces forces égoïques-là vont manifester une plus grande importance d'eux-mêmes face à leur entourage à eux et face au cycle de la nature, la planète Terre. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui quand on regarde socialement où est-ce que l'être humain se retrouve. On voit bien que l'être humain s'est perdu en chemin parce qu'il n'a pas respecté la planète Terre. On le voit bien par les résultats. Il n'a pas respecté l'être humain. On le voit bien par les résultats dans lesquels on se retrouve actuellement, et ainsi de suite. Donc, on comprend quelque part que ces forces de l'ombre ont un impact important dans la conscience humaine parce qu'aujourd'hui, on est en 2020. On a un certain nombre d'années d'expérience de vie en tant qu'humain. En tant qu'histoire collective humaine, on porte en soi de l'expérience, quand même, on peut le dire. Puis cette expérience-là n'a pas semblé nous apporter la sagesse. Pourquoi? Mais parce que quelque part, on n'a pas compris des leçons quelque part du passé. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des défis de devoir se dire, ben là, il va falloir maintenant faire quelque chose parce que les défis du passé, les expériences du passé ne nous ont pas amenés à nous éveiller par rapport à la compréhension d'où est-ce qu'on a été aujourd'hui. Et je pense qu'actuellement, ben, la position créative, c'est une position intéressante parce que la position créative, c'est de dire de quelle façon je peux créer un nouveau monde. Alors que la pensée, effectivement, du conspirationnisme, c'est la pensée de celui, quelque part, qui est une victime, qui va se rebeller contre quelque chose. Et quand on se rebelle contre quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement faire vibrer l'ombre et la lumière. Et cette dualité de l'ombre et de la lumière, c'est simplement le combat entre une force lumineuse et une force de l'ombre. Et ce combat-là, quelque part, va nous faire énormément perdre de temps. Parce que le combat, finalement, sert à quoi? Il sert simplement à faire valoir qu'un a plus raison que l'autre. Alors que finalement, la force de l'ombre, si on prend le temps de l'écouter, elle a des raisons d'être, pourquoi elle existe. Et les forces de lumière, pourquoi elles sont là? Bien, elles ont des raisons d'être aussi, pourquoi elles existent. Et à partir du moment qu'on comprend que les deux forces ont une raison d'être, bien, quelque part, on peut envisager cette notion de collaboration. On peut envisager que ce sont des forces complémentaires et non pas duelles. Et quand on comprend que c'est complémentaire, bien, on n'est plus en train de diviser le bien et le mal, on est en train de comprendre que le bien et le mal font partie d'une même réalité. Et que quand on comprend la raison d'être du mal, de ce qu'on pourrait appeler le négatif, ou de l'aspect des forces de l'ombre, on comprend que dans les forces de l'ombre, il y a essentiellement de la souffrance. Et que les forces de lumière sont essentiellement des énergies plus évoluées, plus harmonieuses. Elles sont plus harmonieuses, c'est pour ça qu'elles sont plus évoluées. Les forces de l'ombre sont des forces de souffrance, c'est pour ça qu'elles semblent être moins évoluées. Et quand on commence à comprendre ça, on se libère un peu de la dualité qui fait qu'on est capable de comprendre que on peut donc finalement se sortir un peu de cette notion
de cette notion de manipulation, je dirais que l'humanité existe actuellement, parce que quand je dis qu'elle est manipulée, la conscience humaine, c'est qu'elle est manipulée par des forces instinctives qui sont directement reliées à l'ego, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de reproduire la race, c'est à quelque part de manifester une certaine forme de force pour pouvoir préserver sa race ou préserver son individu, dans certains cas. Alors, vous voyez qu'on est dans quelque chose de très instinctif. Alors, quand on regarde la planète Terre, pourquoi on l'a pollué tant que ça, la planète Terre? C'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, on avait une volonté d'exister. Et que parce qu'on avait une volonté d'exister, on s'est permise d'exister sur le dos de la planète Terre. On s'est dit, ben moi, je veux vivre, j'ai un instinct de vie, j'ai un instinct de survie même, donc je vais à quelque part survivre, vivre, en tenant pas compte à quelque part des autres éléments qui pourraient m'empêcher de vivre. La planète, les animaux, par exemple. Vous voyez, c'est tous des éléments qui nous ont amenés, nous, à développer cette espèce de notion de maître du monde sans tenir compte de la réalité de notre entourage. Alors, vous voyez que c'est ça un peu qui pourrait être dit par rapport à cette notion des forces de l'ombre. Alors, les forces de l'ombre, bien évidemment, quand on pense à toutes les grands complots, les grandes théories du complot, les extraterrestres, etc., etc., je ne dis pas que tout ça n'existe pas, je dis simplement que dans ce monde subtil-là, tout ce qu'on peut concevoir et imaginer dans le monde terrestre se retrouve dans le monde de la mémoire, se retrouve dans l'univers superlumineux. Donc, ça veut donc dire que moi, si je ne suis pas centré, je peux me perdre dans le monde de la mémoire et confondre le monde de la mémoire avec le monde physique, le monde terrestre. Et c'est là, quelque part, qu'on peut se perdre un petit peu dans cet univers-là, parce qu'on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas à ce moment-là. Il y a une question qui m'était posée par Robert. Il est souhaitable de vibrer avec des hautes fréquences? Oui, bien c'est sûr que les hautes fréquences sont toujours ce qu'on va souhaiter. Hein? Quand on vibre avec des hautes fréquences, on va finalement, en fin de compte, il y a une dualité, parce qu'encore là, je reviens avec cette notion de dualité. Quand on parle de haute fréquence, dans cet univers-là de la mémoire, on pense à quelque part haute fréquence, basse fréquence. Donc, si je suis en haute fréquence, par exemple, je pourrais dire, ah ben moi, je suis en haute fréquence, donc je suis mieux que les basses fréquences, que les fréquences qui sont plus basses, les énergies d'êtres, finalement, qui sont plus en souffrance. Hein, par exemple, je pourrais donner un exemple d'un prêtre qui est spirituel et qui médite chaque jour, ben lui pourrait avoir le sentiment qu'il est plus important, parce qu'il fait quelque chose à ses yeux plus important, que l'esclave, à quelque part, qui est en souffrance et qui médite et qui quête de l'argent, par exemple. Alors, comprenez ici que là, on tombe dans cette notion de dualité dont j'ai parlé tantôt. Et c'est ça un peu le problème de la société. Le phénomène de dualité fait qu'il y a des riches et des pauvres, par exemple. Le phénomène de la dualité nous amène à pointer du doigt les méchants. Les méchants, par exemple, c'est les gens qui sont, par exemple, en France, les gilets jaunes, par exemple. Si on fait une caricature, hein, je ne dis pas que les gilets jaunes sont méchants, mais des gens pourraient concevoir que les gilets jaunes sont embêtants parce que ils veulent contester, ils ne respectent pas les lois, etc. Donc, on pourrait concevoir que ce sont des méchants, ou l'inverse, on pourrait concevoir que les gens les policiers ou les forces de l'ordre ou le gouvernement est méchant parce qu'il essaie de dominer les gilets jaunes, il ne tient pas compte des gilets jaunes. Alors, vous voyez que cette notion de dualité dans laquelle on se retrouve ici est une dualité quelque part qui est très commune à l'être humain, qui recherche simplement à tenter de dire j'ai raison et toi tu as tort. Ça, c'est la notion de l'ego. La notion de l'ego, c'est j'ai raison et toi tu as tort. Alors, quand on parle de complémentarité, on n'est pas en train de dire j'ai raison et toi tu as tort. La complémentarité, c'est que deux êtres humains vont se tendre la main puis vont se dire waouh, ensemble on est plus fort, on est meilleur. Alors, le concept d'une société, qu'est-ce que c'est? Une société, c'est qu'on est un regroupement de gens et idéalement, le regroupement de gens devrait être capable de pouvoir justement collaborer entre eux. Et que si on est capable de collaborer entre eux, ben à ce moment-là, on est capable d'optimiser la société d'une façon beaucoup plus constructive et évolutive parce que les êtres humains vont collaborer entre eux. Alors que malheureusement, la société, la notion de dualité, la notion des fréquences hautes et basses, nous amène justement toujours dans cette espèce de déchirure entre ce qui est haut, ce qui est bien, et ce qui est bas. Dans l'ésotérisme, on retrouve cette même problématique-là avec le bas et le haut astral, qui a été longtemps mal compris, à mon sens à moi, parce qu'on a souvent compris, nous, que travailler avec le haut astral, c'était bien, parce qu'on travaille avec des gens qui étaient gentils, qui étaient bons. Alors, bonsoir tout le monde. Hein?
Et évidemment, cette idée de travailler avec des gens avec des mémoires qui sont évoluées, qui sont lumineuses, etc., nous donnait le sentiment quelque part que c'était bien de travailler avec ces énergies-là. Puis ceux qui étaient avec des bossus, qui avaient un œil, qui étaient en colère, qui étaient de mauvaise humeur, qui étaient méchants, bien ça, on ne fallait surtout pas aller voir ça. Ça, c'était des énergies négatives. Il faut comprendre que dans la société, il y aura toujours des gens qui sont en souffrance. Et quand on commence à comprendre ce qu'est le bas astral ce sont des mémoires en souffrance. Donc, si une mémoire est en souffrance, je peux apprendre, moi, à aller la voir, cette mémoire en souffrance-là, puis de lui demander quelle est sa raison d'être, pourquoi elle souffre. Donc, à partir du moment que je ne la juge pas, j'apprends à comprendre qu'elle a donc un message à me transmettre. Et ce message-là me fait comprendre que si cette mémoire-là, elle souffre et qu'elle m'explique pourquoi elle souffre et que je peux donc collaborer avec elle pour qu'elle ne souffre plus, je suis en train de la transformer, de la libérer et elle va donc aller dans la dimension du haut astral. Et le haut astral, ben, quelque part, progressivement, qu'est-ce qu'il faut envisager de comprendre de ça aussi? C'est que ça tombe dans cette notion de bien et de mal. Le haut astral existe parce que le bas astral existe. Alors que quand on arrive à transcender tout ça, on se libère justement de cette vision duel du bien et du mal pour accéder justement à une vision de verticalité. La verticalité n'est plus une polarité. On n'est plus dans la polarité justement du bien et du mal. Et c'est ça quelque part qu'on doit chercher tous en fin de compte à faire, en fin de compte, pour parvenir à se libérer de cette notion, par exemple, des anges et des démons. Hein? Dans le haut astral, c'est les anges. Dans le bas astral, c'est les démons. Alors, quelque part, tout ça, finalement, ce sont des énergies complémentaires. Ce ne sont pas des énergies duelles, sauf que la pensée humaine a contribué énormément, à travers les écrits, les religions, etc., a beaucoup contribué à amener cette notion de dualité qui permettait de dire c'est à gauche ou c'est à droite. Choisis ton chemin. Alors que finalement, on comprend aujourd'hui que prendre le chemin à droite, le chemin à gauche, ce ne sont que des points de vue. Et qu'à partir du moment qu'on adopte un point de vue, on peut prendre un chemin ou l'autre. Mais que finalement, quand on commence à comprendre quelque part la raison d'être de chacun de ces chemins-là, on peut comprendre que quelquefois, c'est bien de prendre la gauche, puis quelquefois, c'est mieux de prendre la droite, tout simplement parce qu'on y va selon le bon sens intelligent que l'être humain peut posséder à ce moment-là. Oui, alors, il y a donc Martin qui me pose une question sur l'astral. On dit que l'astral est un monde de dualité. C'est ça, effectivement, c'est un monde de dualité. On peut certainement dire ça comme ça, oui. Oui, ben en fin de compte, le monde astral, ben c'est ça. C'est en fin de compte, il faut bien comprendre une chose, c'est que quand on fait de la pratique intuitive maintenant, et qu'on visite ce monde, hein, parce que l'univers super lumineux, c'est un monde de mémoire. Donc, si on visite ce monde de mémoire, on se rend bien compte que cette dualité-là est un monde, à quelque part, on pourrait presque dire ça comme ceci, c'est un monde de fausseté. C'est un monde dans lequel, nous, en tant qu'êtres humains, si on porte un jugement dans cet univers-là, on va dire des méchants puis des bons. Alors que si on prend le temps de s'adresser à chacune des mémoires qui se disent être négatives ou mauvaises, on se rend bien compte que ce ne sont que de la souffrance. Alors quand je vois quelqu'un qui souffre, si je lui tends la main et que je l'aide, il y a de fortes chances que cet être-là, qui pourrait paraître triste et méchant, par exemple, va se transformer puis va devenir justement beaucoup plus joyeux et beaucoup plus gai de voir quelque part que je suis dans une position où je l'ai aidé, où je l'ai collaboré avec lui. Donc, évidemment, dans le bas astral, si on commence à comprendre ça, on comprend effectivement que si on arrête de juger la mémoire qui se trouve là, on lui permet donc de se dégager, de se libérer, de se transcender, et ça permet effectivement d'arrêter quelque part de voir le haut astral comme étant la seule voie possible, la seule voie qu'on encourage et qu'on valorise. Et ça vient d'où cette vision de vouloir encourager le haut astral? Mais ça vient du monde spirituel, de toute la démarche spirituelle. On a beaucoup, beaucoup mis en face en se disant il faut être dans la lumière, il faut être dans les hautes vibrations, etc., en négligeant le bas du corps, en négligeant quelque part tout ce qui était, entre guillemets, négatif. Et tout ce qui est négatif, c'est quoi? Mais c'est une expérience de l'ego qui a besoin d'exister. Et que si moi, je décide d'aller vers le ciel en oubliant quelque part complètement le bas, je risque fort de constater que ma volonté d'aller vers le haut va être colorée par les forces primitives de l'ego que je n'ai pas appris à assumer, que je n'ai pas bien appris à apprivoiser. Donc, c'est là qu'on tombe dans les pièges de l'ego spirituel, entre autres, hein, qui se dit « je suis un être très humble, hein, mais je suis le meilleur, hein, je suis très humble, mais je suis le meilleur ». Ça, c'est les pièges de l'ego qu'on trouve beaucoup en spiritualité, où des gens vont faire des démarches spirituelles en valorisant ce qu'ils font ou ce qu'ils sont comme étant une voie exceptionnelle et fantastique et la seule valable, alors que finalement, dans le monde spirituel, il n'y a pas qu'une voie valable. Il y a plusieurs voies possibles, à quelque part, tout le temps. Et une forme de compassion et d'ouverture envers les êtres humains qui doit exister. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va souvent
se perdre dans des situations où l'ego prend trop d'importance. Ok, ensuite, je comprends qu'il faut transcender la dualité, mais n'est-ce pas profitable de se connecter à l'énergie lumineuse en priorité? Ben oui, effectivement, j'ai répondu un petit peu à ça, mais je dirais que le monde spirituel, c'est un monde finalement, c'est un monde piégé parce que cette notion de temps et son temps qu'on tombe dans la bille du mal, on tombe dans la notion des cow-boys, les cow-boys et les Indiens. Les cow-boys, c'est les bons, les Indiens, c'est les méchants. D'un point de vue, si j'allais voir les Indiens, puis je commençais à découvrir qui ils sont, puis à découvrir leur histoire, puis à découvrir ce qui s'est passé, peut-être que j'arrivais à conclure, mais finalement, les cow-boys sont peut-être pas si bons que ça. C'est peut-être les Indiens qui sont bons. Mais si je vais voir les cow-boys de nouveau, ben, peut-être que je comprendrais davantage les cow-boys, puis je me disais, mais ils sont bons aussi. Donc, vous voyez, c'est là on tombe dans le piège que quand on essaie de mettre en valeur un ou l'autre, on tombe dans cette notion de je choisis un ou l'autre. Alors que quand on reconnaît la notion d'absurdité, je dirais, d'une situation comme celle-là, où les cow-boys et les Indiens, où il y a une forme de rapport de force qui existe entre deux cultures, entre deux pays, on tombe dans l'absurdité. On tombe dans l'absurdité de deux communautés qui n'ont pas pris le temps de reconnaître qu'ils auraient pu fonctionner en collaboration. Et c'est ça qui est malheureux, malheureusement, dans des situations comme celle-là. Virginie qui dit, ma famille est très, très négative. Maintenant, dès que j'entends des discours négatifs, je sors mon pinceau pour peindre en rose, tellement je ne suis pas plus négatif. Ouais, mais c'est ça, Virginie. Ça, ça va avec cette notion c'est ce que tu décris là, c'est ce que beaucoup de gens font en spiritualité également. La spiritualité, on veut tellement que tu sois beau, que tu sois rose, que tu sois merveilleux, qu'on essaye justement de fuir les ombres. Les ombres, finalement, c'est que toi, par exemple, Virginie, ta famille était très négative et tu n'as plus envie d'entendre des discours négatifs et tu essaies de repeindre en rose. C'est possible, par contre, que toi, parce que tu ne veux plus entendre ce discours négatif-là de tes parents, que tu te rejettes et que tu refuses toi-même un discours qui peut être négatif en toi. Et quand je dis un discours négatif, je veux te faire comprendre que ce discours négatif-là porte sans doute des informations, des ressources qui sont en toi, que tu ne peux pas accéder parce que tu vois dans le premier temps ce qui est négatif. C'est un peu comme quelqu'un qu'on voit dans la rue qui apparaît être un mendiant. On pourrait le dire, c'est un mendiant, je ne veux pas y parler parce que ça ne me tente pas d'aller parler à un mendiant. Alors que si on commence à parler à cette personne, là, on découvre que cette personne n'est pas un mendiant et qu'elle peut être plein de choses qu'elle peut nous apporter. Si on dépasse ce niveau de jugement, le jugement, c'est que dans le monde de la réalité, on rencontre une personne puis on va la juger parce qu'elle va dégager souvent. Dans le monde subtil, on se rend compte que notre façon de porter notre regard sur notre monde intérieur est colorée par nos propres croyances puis notre propre façon de voir le monde. Et que si on rentre dans l'univers super lumineux et qu'on voyage dans le monde de la mémoire, bien, par affinité vibratoire, on va se sentir attiré par des mémoires qui vont coller avec la nôtre, puis qu'on va rejeter les mémoires qui ne colleront pas avec la nôtre, qui ne vont pas nous plaire quelque part. Alors ça, c'est tout relié à notre ego. Et que la position de la pleine conscience intuitive, qui est une position de témoin, c'est une position où on apprend justement à poser un regard d'objectivité envers quelque chose qu'on porte en soi. Et comme par exemple Virginie, sans doute que cette énergie que tu dis négative, que ta famille t'a portée, elle est en toi. Donc, c'est intéressant déjà de pouvoir t'adresser à cette énergie-là qui est négative, que tu portes en toi, et de commencer à lui dire, bon, quel est ton message? C'est quoi que tu veux m'apporter? Parce que tu vas te rendre compte souvent que les messagers qu'on a en soi vont pas toujours avoir une belle image, vont pas toujours être lumineuses. Des fois, ils vont même apparaître comme étant porteurs d'émotions ou de charges émotionnelles qui ne nous conviennent pas, qui ne font pas plaisir, qui nous rendent malheureux. Des choses qu'on voudrait plus avoir en soi. Alors, à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir envie de dire, ben, je veux me faire libérer, je vais avoir un exorcisme, me faire enlever ces énergies négatives-là. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que ces énergies négatives-là sont porteurs d'informations et que si on apprend à les écouter, on apprend à faire la paix avec soi, puis on apprend justement à s'harmoniser avec chacune d'elles et à se dégager puis à se libérer. Et ça, je pense que c'est même important de se le rappeler. Ça me parle beaucoup d'apprivoiser les énergies sombres. Bien sûr, c'est certain. Puis évidemment, cette notion d'apprivoiser les énergies sombres, ça m'amène peut-être à parler d'une autre question qui m'a été posée, toujours suite à la conférence, concernant donc la respiration dans le cœur. J'avais proposé à la fin des éléments pratiques qui sont quand même intéressants. Il y en a deux que je vous avais parlé lors de la conférence. Il y a Virginie qui me dit oui, c'est très juste, merci Sylvain pour ce nouveau point de vue, car en effet, je n'arrive pas à écouter non plus le négatif en moi. Mais c'est ça, effectivement. Donc, évidemment, les deux techniques que je vais vous proposer,
pour toi, Virginie, tout comme pour les autres, ça peut être intéressant. Je vais y revenir parce que la question qui m'est posée, c'est sur la cohérence cardiaque. Alors, la première chose, je vous avais parlé de l'enracinement. La pratique de l'enracinement, c'est une pratique qui provient de la tradition chamanique. Et c'est quoi son intérêt? Par rapport, et en quoi ça peut être intéressant par rapport à tout ce que je vais raconter, c'est que la pratique de l'enracinement me rappelle que je suis un être de verticalité. Je me dépose les deux pieds sur le sol. J'imagine, grâce à mon véhicule imaginaire, que je peux déplacer ma conscience de mes pieds vers le sol, dans le centre de la planète Terre, et je vais faire remonter à moi l'énergie de la Terre pour la faire circuler en moi de mes pieds jusqu'à mon cœur. Ce qui veut dire que je vais vraiment accompagner ma conscience pour qu'elle puisse se propager dans mon corps progressivement. Alors, l'intérêt de cette première étape-là, qui est la pratique, qui est la relation avec l'énergie de la Terre, c'est de comprendre une chose. C'est que tout être humain que nous sommes, nous avons les deux pieds sur le sol, et les deux pieds sur le sol nous servent à exister sur Terre. Les pieds marquent le sol, nos jambes nous permettent de nous supporter, de nous tenir debout, et nous pouvons évidemment nous déplacer d'un endroit à un autre grâce à nos pieds qui vont se déplacer parce qu'on va choisir d'aller d'un endroit à un tel autre endroit. Donc, la relation avec l'énergie de la Terre nous permet d'amplifier ce que je viens de dire. Elle nous permet également de comprendre que moi, en tant qu'être humain, je suis un être qui a besoin de décharger au sol son acidité. Ça veut dire que les deux pieds à la rosée du matin, par exemple, maintenant qu'il commence à faire beau, ça peut être plus facile d'expérimenter ça. Les deux pieds à la rosée du matin dans l'herbe, on reste une demi-heure, les deux pieds dans l'eau, l'herbe mouillée. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que notre corps est chargé d'acidité. C'est normal, c'est relié au stress, c'est relié à l'alimentation, mais le stress est un facteur fort important. Et le fait de faire ça régulièrement, de rester une demi-heure à la rosée du matin, par exemple, va nous permettre de décharger notre acidité dans la Terre. Pourquoi je dis ça? La planète Terre, c'est comme un gros aimant négatif. C'est plein d'ions négatifs, la planète Terre. Alors moi, si je suis chargé d'acidité, mais c'est normal que la planète Terre va attirer vers moi ces ions négatifs, ces charges positives-là en moi, et je vais les décharger. Et l'intérêt de décharger mon acidité, c'est de permettre à mon corps de retrouver sa fluidité, de faire en sorte que le sang redevienne fluide, par exemple, qui est un élément important, parce que si j'essaie de m'enraciner et que je ne suis pas, un bon conducteur, ben l'énergie de la Terre, ça va être difficile pour moi de la faire circuler. Si je fais ce travail de négativation, c'est-à-dire que je me mets les deux pieds à la rosée du matin, je vais aider mon corps à se libérer de ces charges d'acidité-là qui vont permettre à mon sang de retrouver sa fluidité parce que quand je suis trop acide, le sang devient visqueux, devient comme une gélatine. Donc, vous comprendrez que quand on est dans notre corps est comme gélatineux, l'énergie de la Terre va moins bien facilement circuler dans notre corps. C'est quelque chose que moi j'ai observé avec des gens qui étaient atteints du cancer, entre autres. Beaucoup de gens qui étaient atteints du cancer, lorsque je leur proposais la pratique de l'enracinement, il y avait beaucoup de difficultés à la faire. Et c'est comme ça que ça m'a amené, en tout cas, à une réflexion qui m'a amené à envisager cette voie-là comme une voie intéressante. Il y a plusieurs recherches qui en parlent. Aujourd'hui, il y a un livre qui s'appelle Connectez-vous à la Terre, qui a été écrit par des Américains, qui présente en long et en large des recherches médicales qui ont été faites là-dessus, sauf que bien avant ça, il y avait eu des docteurs Valnet, entre autres, qui avaient beaucoup mis en évidence cette notion d'utiliser cette technique-là que je vous ai décrite pour soigner les gens atteints de cancer, par exemple. Alors, vous voyez que ça fait quand même un certain temps que ça existe, ce genre de façon de faire-là, puis ça fait longtemps que les gens en parlent, hein, que naturellement, se promener à la rosée du matin, ça peut être vraiment quelque chose de très bénéfique et de très intéressant pour soi. Donc, vous voyez que ça, c'est une première explication de la pratique d'enracinement. La deuxième, c'est que maintenant que je me suis déchargé d'acidité, je vais ensuite faire venir à moi de l'énergie de la Terre, de mes pieds jusqu'à mon cœur. Et en faisant ça, qu'est-ce que je fais? C'est un peu comme si je rechargeais mes batteries. Les ions négatifs que je vais amener dans mon corps vont amener comme de la nourriture pour mes glandes surrénales, par exemple, et pour ma vitalité en général, qui va faire que je vais être plus en forme, parce que je vais être plus conducteur, je vais plus ressentir justement cette énergie des ions négatifs qui circulent en moi, qui va venir me soutenir, me supporter dans mon travail de vie, en fin de compte. Alors, vous voyez que c'est pour ça que c'est donc important, la relation avec l'énergie de la Terre, de favoriser ça, puisque ça vient comme renforcer nos glandes surrénales, notre vitalité, notre capacité à faire face au stress, etc. Quand on a fait monter l'énergie de la Terre jusqu'au chakra du cœur, on a travaillé sur les 4 premiers chakras aussi. Les 4 premiers chakras, bien évidemment, ce sont des chakras qui nous donnent l'opportunité de développer ce qu'on pourrait appeler la maturité. La maturité, c'est que j'ai appris à me sécuriser, j'ai appris à reconnaître mes besoins affectifs,
j'ai appris à m'affirmer, j'ai appris à m'aimer. Alors, en étant à cette capacité d'aimer, ben, je peux effectivement dire, ben voilà, maintenant que je m'aime, j'ai envie d'offrir ce que j'ai le plus beau à offrir, que j'ai le plus beau à offrir à l'humanité. Et c'est là que je deviens adulte. Donc, la relation avec l'énergie de la Terre me permet donc d'expérimenter cette position d'adulte d'un point de vue vibratoire et énergétique. Hein, on pourrait dire, oui, mais en psychologie moderne, on va dire l'individualisation, c'est important, puis ça se fait à travers des étapes de la vie, etc. Bien sûr. Mais dans la tradition chamanique, avant que la psychologie moderne existe, on avait compris que la position d'adulte était une position énergétique. C'était une position qui n'était pas associée donc simplement à de la psychologie, c'était vraiment relié davantage à une position énergétique, vibratoire, dans laquelle un être humain apprenait à assumer son énergie de la Terre pour la faire monter jusqu'à son chakra du cœur. Et que quand on était fait monter l'énergie de la Terre jusqu'au chakra du cœur, on pouvait faire descendre à nous l'énergie du ciel, qui était énergie à quelque part. Bon, à l'époque, l'énergie du ciel, ça pouvait paraître un peu ésotérique. Aujourd'hui, il est démontré que le soleil produit donc de la lumière, des particules lumineuses, des photons, et ces photons-là sont absorbés et réémis par la cellule. Les cellules du corps, donc, sont en étroite relation avec le soleil, en étroite relation avec le cosmos en général, et que cette capacité que j'ai de me relier à l'énergie du ciel, c'est simplement de me donner l'opportunité d'amplifier, je dirais, l'échange entre la Terre et le ciel pour que mon corps puisse augmenter sa capacité à être en santé. Donc, la pratique de l'enracinement va me permettre donc, finalement, d'être dans une position de verticalité dans laquelle la Terre et le ciel vont circuler de façon plus importante. L'énergie de la Terre et celle du ciel vont se mélanger dans mon cœur, amenant donc une expérimentation d'une forme de source de lumière. Cette source de lumière va me permettre donc de l'utiliser pour voyager en moi, voyager vers un partenaire pour développer mon intuition, mais je peux aussi l'utiliser comme une lumière qui va se diriger vers mes mains pour me soigner ou soigner un partenaire. Je deviens guérisseur à ce moment-là. Donc, la pratique de l'enracinement est une pratique toute simple, mais quand on commence à comprendre les implications de la technique, on se rend compte qu'elle peut nous aider à devenir un soignant, se soigner soi-même ou soigner un partenaire. Elle peut nous permettre de développer notre intuition, la pleine conscience intuitive, être pleinement conscient de ce qui se passe en soi et vers un partenaire. C'est l'objectif. Puis, évidemment, il y a toute la question également de bien-être que ça va occasionner puisque je vais apprendre à développer une maturité d'adulte grâce à cette pratique-là de l'enracinement. Donc, vous voyez, ça, c'était la première technique qui avait été proposée après la conférence qui me mettait en évidence cette notion que si je suis dans une position de verticalité, je ne suis pas en train de raisonner systématiquement avec tout ce qui se passe autour de moi et tout ce qui se passe dans le monde, dans l'univers superlumineux. Et on a compris que la loi de l'attraction, elle s'applique dans le monde terrestre, dans les échanges que j'ai avec les êtres humains que je côtoie et les événements de la vie. Mais on a compris également que dans le monde subtil, la loi d'attraction s'applique aussi à moi qui va rayonner certaines informations mémorielles qui viennent de mon histoire personnelle et qui vont résonner avec des mémoires provenant d'autres vies ou provenant de mon histoire familiale. Donc, vous comprendrez quelque part qu'on va retrouver un peu ce principe de la loi d'attraction dans cet univers super lumineux-là, et que plus je développe cette capacité de m'enraciner et d'être dans une position de témoin, où je suis capable de reconnaître ce qui se passe en moi et d'être capable d'interagir avec, bien, plus j'apprends à me dégager et à me libérer. Tantôt, Robert me disait, ça me parle beaucoup d'apprivoiser des énergies sombres, mais on a compris que la pratique de l'enracinement, c'est la porte d'entrée vers cette capacité que j'ai de voyager en moi ou de voyager vers un partenaire pour être capable d'explorer dans mon histoire personnelle, je le fais sur moi, mais aussi d'explorer ma relation que j'ai avec mon histoire familiale, donc les résonances que j'ai avec mon histoire familiale et les résonances que j'ai avec l'histoire de l'humanité. Alors, plus j'apprends à faire ça, plus j'apprends à me dégager de toute cette histoire-là pour retrouver la position de verticalité. C'est ça, quelque part, qui est l'objectif ultime de la démarche que l'on effectue. Puis ensuite, il y avait donc la cohérence cardiaque dont je vous avais parlé. Moi, j'ai un appareil qui mesure la cohérence cardiaque et qui est très intéressant. Je vais vous en parler un petit peu parce que je trouve que ça vaut la peine d'en parler pour comprendre les enjeux qui sont reliés à la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est le cœur qui est relié au cerveau. Il y a donc des ramifications nerveuses qui n'étaient pas identifiées avant, mais qui viennent expliquer les grandes pratiques yogiques respiratoires qui existent depuis très, très, très longtemps. Okay? Donc, la cohérence cardiaque n'a rien inventé dans le sens que les pratiques respiratoires existent depuis bien longtemps et qu'elles sont fortement répertoriées dans les pratiques yogiques, sauf que la cohérence cardiaque, on a comme développé des techniques respiratoires toutes simples et on a pu les objectiver avec des appareils de mesure très simples
Moi, j'en ai pas un petit peu plus complexe parce il va permettre de faire des paramètres de mesure plus élevés. Il va permettre de voir un petit peu la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est que le cœur, lorsqu'il est en vibration, en harmonie avec le cerveau, avec le fonctionnement du cerveau, ben, on va voir dans une mesure de cohérence cardiaque, on va voir le cœur qui va être dans un état de souplesse. C'est-à-dire que les ondes d'onde qui vont apparaître pour montrer le battement du cœur vont indiquer que le cœur est dans une forme de souplesse et d'harmonie et d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quand je suis dans cette position-là, je me retrouve avec plein de monde autour de moi et dans un état de cohérence cardiaque, je suis cool. Je regarde les situations, je ne suis pas en train de les interpréter, je ne suis pas en train d'essayer de deviner ce qui se passe, je suis simplement en train d'accueillir ce qui se passe. La cohérence cardiaque permet donc d'être dans une position de témoin qui fait que je suis capable, parce que je suis témoin, d'être créateur. Créateur, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand je suis dans une position de calme, de tranquillité, de témoin, je suis capable donc d'avoir de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, ça veut donc dire que je suis capable de comprendre ce que je suis et de comprendre ce que les autres sont autour de moi et d'être capable de comprendre de quelle façon que je peux collaborer avec eux de la façon la plus constructive possible. Donc, vous voyez que la cohérence cardiaque, ce qu'elle permet, c'est de favoriser la dimension plus lumineuse de l'humain, parce qu'on est moins dans notre histoire, on est moins dans nos blessures, on est moins dans notre prison intérieure, on est plus dans une forme de souplesse et d'ouverture. C'est pour ça que la cohérence cardiaque est très, très encouragée. Elle va permettre, entre autres, de nous permettre de voir que, justement, quand on est dans un état de cohérence cardiaque, on a un corps qui vieillit moins rapidement. Ça, c'est mon appareil que j'ai, moi, entre autres, démontre clairement ça. Ça nous permet de voir comment l'équilibre système nerveux sympathique parasympathique fonctionne beaucoup mieux aussi quand je suis en état de cohérence cardiaque. Mon cerveau, mes ondes cérébrales au niveau de mon cerveau sont des niveaux beaucoup plus favorables à des états d'expansion de conscience. Les organes de mon corps physique fonctionnent beaucoup mieux. Les chakras fonctionnent beaucoup mieux. Cet appareil-là permet de mesurer ça, en fait, aussi. Donc, on voit à travers un état de cohérence cardiaque harmonieux que, d'une façon optimale, le corps est dans des fonctions physiologiques beaucoup plus favorables. C'est pour ça que la cohérence cardiaque est assez maintenant reconnue et qu'elle est encouragée. Et moi, ce que j'avais dit dans la conférence, c'est qu'il était possible de respirer dans le cœur. Parce qu'il y a deux façons de faire de la cohérence cardiaque et les deux peuvent être complémentaires. C'est-à-dire que la première, c'est de respirer, par exemple, j'inspire 3 secondes, j'expire 6 secondes. Et ça, on peut faire ça pendant 5 minutes. Alors, au début, on va voir que ça va peut-être un petit peu difficile. Hein? Une question de trouver son rythme. Inspire 3 secondes, expire 6 secondes, c'est pas habituel. Donc, on prend le temps donc, de le faire à un rythme qui est le nôtre, hein, pour apprendre à apprivoiser cette idée-là, et on observe qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est la première étape, c'est de respirer, inspire 3 secondes, expire 6 secondes, pendant à peu près 5 minutes, et après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut respirer dans le cœur, pendant d'autres 5 minutes si on veut, et dans ces 5 minutes-là, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut prendre un thème. Le thème, par exemple, ça répète n'importe quel thème, la tristesse, la joie, le comportement que j'aimerais changer. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être envisagées. Il suffit simplement de respirer dans notre cœur avec cette intention-là. Tout simplement. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Si on veut travailler sur notre genou qui est problématique, on va respirer dans notre cœur avec le genou en tête, tout simplement. Et on va simplement être attentif à ce qui va se passer pendant qu'on fait ça. Il est possible qu'il y ait des images, des sensations, des mots qui émergent pendant qu'on fait la pratique. Donc, ça peut être intéressant, évidemment, pour soi, d'être attentif à ça parce qu'il peut y avoir vraiment des informations intuitives qui peuvent résulter de simplement de faire ce genre de pratique-là. Donc voilà, c'est ça un peu que j'avais à répondre. C'est une autre question qui m'a été posée concernant la cohérence cardiaque. Je pense y avoir répondu. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant ce thème-là. Alors, évidemment, la cohérence cardiaque, qu'est-ce qu'il dit aussi? C'est que si tout le monde était pratiquait la cohérence cardiaque, bien inévitablement, chaque être humain qui pratique la cohérence cardiaque serait capable d'induire chez d'autres personnes ce même état de cohérence cardiaque-là, parce que justement, il aurait, par mimétisme, la capacité d'amener d'autres gens à expérimenter cet état-là, puis ça amènerait une transformation mondiale. Alors, on va espérer ça, hein, mais c'est ça un peu l'idée qui était présentée autour de la cohérence cardiaque et qui fait que c'est devenu assez populaire comme approche aussi. Hein. Ça serait équivalent de faire la cohérence et faire la technique de l'écran, par exemple. C'est différent, en fin de compte, peut-être que tu peux y voir
Non, parce qu'en fin de compte, la grande différence entre la technique de l'écran, qui est une technique qu'on utilise dans la pratique, et cette technique-là de cohérence cardiaque, c'est que dans la cohérence cardiaque, il ne nous est pas demandé de faire quelque chose de spécial. Ben oui, on va faire quelque chose de spécial qui est de simplement respirer dans le cœur avec un thème particulier. C'est la seule chose qu'on va faire. Avec la technique de l'écran, on sait que ça va être quelque chose dans lequel on va projeter à l'écran quelque chose, on va décrire, questionner, déprogrammer, soigner. Donc déjà, on est dans un niveau technique un peu plus complexe. Oui, il y aura un replay, Marie. C'est un élément qui est un petit peu plus complexe à ce moment-là que de simplement se lancer dans la cohérence cardiaque telle que je le propose. Mais évidemment, on pourrait combiner les deux aussi, bien sûr. C'est une possibilité également aussi si on en a envie. L'autre chose que j'avais peut-être envie de peut-être faire un petit genre de petite réflexion concernant la fameuse cohérence cardiaque et revenir sur cet exercice que je vous ai proposé. Il y a 4 thèmes que j'ai identifiés comme ça par rapport à un enseignement que je donne actuellement qui concerne la déclaration, une déclaration à l'univers pour amener une transformation, etc. Et j'avais envie de vous en parler, peut-être une question à laquelle je vais répondre avant. On pourrait décrire, questionner, déprogrammer avec la cohérence. Oui, ça serait moins... en fin de compte, décrire, questionner, déprogrammer, soigner, ça se fait à quel moment? Ça se fait quand on a une perception. Alors, quelle que soit la technique que tu utilises, s'il y a une perception qui apparaît visuelle, auditive, sensitive, plus rarement gustative et odorat, ben logiquement, tu pourrais à ce moment-là diriger une lumière sur l'information que tu perçois et décrire, questionner, déprogrammer, soigner. Donc, puis quand je dis ces 4 étapes-là, on pourrait dire aussi questionner ou déprogrammer et ou soigner. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Mais l'idée de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est que si on utilise tous ces aspects-là, on a plus de chances d'obtenir une meilleure information, une plus grande compréhension de ce qui se passe que si on ne le fait pas. C'est pour ça qu'on ne se pose pas la question, on essaie de développer une genre de démarche systématique pour être capable d'arriver aux meilleurs résultats possibles. Donc, voici les 4 étapes que j'avais envie de vous parler concernant la cohérence cardiaque, qui sont des étapes qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on aurait pu effectivement reconnaître une problématique. Par exemple, je me rends compte que je suis tanné d'être une victime. Ça fait 6 mois, là, ça fait 6 mois que je me comporte comme une victime. J'en ai ras-le-bol. OK, on y va, donc on médite, on prend le temps de respirer dans notre cœur avec cette idée qu'on en a ras-le-bol de toujours être victime. On voit qu'est-ce qui se passe, tout simplement. Voilà, ça serait peut-être une façon de faire. Puis si jamais il y a des informations qui viennent, on pourrait effectivement décrire, questionner, déprogrammer si on a envie. C'est possible aussi. L'autre thème qu'on pourrait aborder, c'est la notion de pardon. Ben, j'ai envie de me pardonner. C'est vrai, ça fait 6 mois que je me comporte comme une victime. Je pourrais m'en vouloir, mais j'ai envie plutôt de me pardonner. Donc, on pourrait respirer notre cœur avec cette idée qu'on se pardonne et voir qu'est-ce qui se passe. On pourrait aussi dire, mais tiens, ça fait 6 mois que je suis une victime, mais je me rends compte que grâce à ces 6 mois-là que j'ai vécu, qui n'ont pas été faciles, j'ai pris conscience que je valais plus que ça, puis que j'ai en dedans de moi une forme de force qui prend forme, qui me fait comprendre que je n'ai plus envie d'être ça. J'ai envie maintenant de me reconnecter avec une nouvelle expression de moi-même que je n'avais pas entrevue auparavant. Donc, gratitude. Gratitude, ça veut dire j'ai de la gratitude pour avoir vécu pendant 6 mois cette expérience-là, parce que je comprends que grâce à cela, j'ai pu cheminer, j'ai pu évoluer, j'ai pu progresser. Vous voyez, ça, c'est une autre façon d'aborder ce genre d'exercice-là. Et une autre façon de faire ce genre d'exercice-là, ce serait de faire une genre de déclaration. Par exemple, je déclare que je ne veux plus me comporter comme victime dans telle situation et que dorénavant, je vais me comporter de telle façon. Et à ce moment-là, on pourrait respirer dans notre cas avec cette idée de comment c'est quoi les nouveaux comportements que je cherche à développer. Alors, vous voyez, ça serait des façons différentes de pouvoir aborder cet exercice de cohérence cardiaque avec des thèmes intéressants qui pourraient nous aider à cheminer et à évoluer. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de vous les indiquer pour que vous puissiez peut-être, si vous en avez envie, les expérimenter. OK, donc les bains dérivatifs, je pense que Martin m'a parlé, il y a aussi les bains dérivatifs, oui, mais les bains dérivatifs, c'est pas la même chose que la pratique d'enracinement. On n'a pas le même objectif du tout. Le bain dérivatif, c'est vraiment d'amener des mouvements énergétiques dans le corps avec le froid et le chaud. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ça pourrait par contre être complémentaire.
dans ce sens-là, ça peut être complémentaire. Comme il y a les bandes de cuivre, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre. Le cuivre, c'est conducteur, ce sont des bandes que l'on met sur les chevilles, sous les poignets, sous le cou, sous la tête, sous la taille. On peut se couvrir complètement de cuivre et ça a une fonction conductrice, donc ça augmente la circulation des ions dans notre corps, tout simplement. Ça amène un bien-être et ça peut favoriser le développement de l'intuition aussi. C'est quelque chose que j'utilise souvent dans les cours d'ailleurs, en présentiel. Les gens apprécient beaucoup parce qu'ils constatent que ça donne vraiment un éveil plus important dans leur corps, dans les perceptions visuelles, auditives, sensitives qu'ils ont. Comme la rosée, je ne comprends pas bien ta question. Je te dirais que la rosée, c'est pas la même chose, parce que la rosée, quelque part, tu es connecté avec la planète Terre. La planète Terre, c'est une masse gigantesque d'ions négatifs. Donc, on ne peut pas parler de la même façon. Une autre chose qui peut exister, bon, il y a des appareils maintenant qui permettent les bandes de cuivre dont je vous ai parlé tantôt sont conductrices, donc on peut se relier à une prise de terre, par exemple. C'est une autre façon de travailler là-dessus. On peut également travailler avec des bains, je ne sais plus comment on les appelle, les bains désintoxication. Je ne sais plus c'est quoi le nom exactement. C'est une électrode, on met les deux pieds dedans dans un truc d'électrode, et il y a donc un phénomène d'ion négatif qui peut en résulter aussi. Puis oui, sans doute que, bien sûr, qu'on pourrait faire quelque chose de bien réactif et rosé. Ça pourrait être une combinaison qui pourrait effectivement être effectuée. Pourquoi pas? C'est une possibilité. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions maintenant sur l'ensemble de ce qui a été vu ou sur d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, que je n'ai peut-être pas abordé? C'est comme vous le souhaitez. Je suis là donc pour vous, pour ce petit webinaire mensuel dans lequel on regarde un petit peu toutes les questions que vous pourriez avoir, tant pour la pratique que pour ce que vous avez envie de questionner. Comment avoir accès au replay? Alors, une fois par mois, en fin de compte, normalement, j'envoie un email en début de mois dans lequel les replays sont donnés en accès en général. L'autre façon, c'est sur YouTube. Si vous devenez abonné sur la chaîne YouTube de la pleine conscience intuitive, vous allez normalement avoir la possibilité de demander d'avoir une indication quand vous recevez quelque part un nouveau vidéo de ma part. Donc, à ce moment-là, vous êtes au courant de tous les replays, de toutes les vidéos qui ont lieu. Si vous ne me connaissez pas sur la chaîne YouTube, je vous invite à aller visiter parce qu'il y a énormément de vidéos. Premièrement, il y a des webinaires comme celui-ci, il y en a plein. Il y a des conférences, il y en a plein également. Puis également, des questions et réponses qui sont des petites vidéos plus courtes de 15 à 20 minutes, souvent, dans lesquelles je réponds à des questions. Alors, ça, c'est les trois grandes sections que vous allez retrouver dans les vidéos sur la pleine conscience intuitive. Il y en a énormément, il y a beaucoup de sujets, c'est très varié, c'est très différent aussi. On parle de choses différentes, donc si ça vous intéresse, ça peut être intéressant de vous y inscrire puisque vous avez énormément gratuitement accès à beaucoup d'informations. Tous les vidéos maintenant que je fais vont systématiquement sur YouTube. C'est plus facile pour moi de procéder comme ça. Une technique pour la procrastination. Je ne comprends pas très bien ta question, Shayna. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je découvre que je ne peux pas avoir la même écoute que toi. Mon écoute m'a c'est ce que j'ai vécu. La tienne est plus magique. Ce que j'ai vécu. Oui, ben Robert, qui me pose une question sur le type de perception intuitive qu'il peut avoir s'il la compare avec moi. Ce que je te dirais simplement, c'est que je vais te décrire un peu mon cheminement. C'est que moi, au début, quand j'ai commencé ma pratique, je suis arrivé dans un cours de guérison avec Ron Young, qui était le guérisseur à qui j'ai suivi une formation pendant 3 années. Et je ne savais pas trop dans quoi j'allais expérimenter, je ne savais pas trop ce que j'allais expérimenter quand j'ai suivi cette formation-là. Ce qui est clair, c'est que j'ai eu une grande facilité dès le début, sans trop savoir qu'est-ce qui se passait. Et tout le monde me regardait un petit peu bizarrement parce que tout le monde constatait que j'ai une facilité plus grande que eux, ce qu'ils pouvaient avoir comme facilité. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que j'aimerais te parler, c'est qu'à un moment donné, j'ai constaté que je me sentais limité dans mes perceptions intuitives parce que j'avais l'impression de toujours parler un peu des mêmes choses. J'avais des thèmes qui revenaient. Et pourquoi ces thèmes-là revenaient? Parce que je manquais de connaissances. Je n'avais pas la capacité d'élargir mon champ de conscience pour être capable d'avoir un point de vue plus vaste, plus complexe. Le point de vue plus complexe, comment ça se développe? Ça se développe à travers la connaissance, finalement. Je vais donner un exemple de ça. Moi, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, Sylvain, tu me dis toujours des informations très justes, mais là, finalement, tu ne m'as pas parlé de tel problème de santé puis de tel problème de santé que j'avais.
Moi, j'ai écouté ça, puis j'ai dit, OK, je savais pas que je devais voir la santé d'une personne. Cette personne avait l'impression que je voyais tout. Alors que moi, la santé, j'avais absolument aucune connaissance de la santé physique, j'entends. C'est pas quelque chose que j'avais du tout cherché à développer dans ma vie jusqu'à ce moment-là. Sauf que j'ai entendu sa demande et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'ai commencé à prendre des cours d'anatomie, physiologie et pathologie pour arriver à développer une représentation du corps humain, que je sois capable, moi, à ce moment-là, d'avoir une représentation du corps humain qui venait automatiquement enrichir mon point de vue intuitif, puisque ça me permettait d'avoir une compréhension beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Je te parle de ça, Robert, pour te faire comprendre une chose. C'est que moi, actuellement, je suis en train de travailler sur un projet qui a été beaucoup plus long que prévu, mais il va y avoir un livre sur la symbolique psychoanalytique des organes. Pourquoi un livre sur la symbolique psychoanalytique des organes? Ça veut donc dire qu'avec ce livre-là, une personne va pouvoir justement comprendre la représentation du corps humain, comment le corps humain fonctionne d'un point de vue énergétique et psychologique et psycho-émotionnel. C'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est pas quelque chose que j'ai vu beaucoup dans d'autres livres, donc c'est un livre que ça fait un certain temps que j'ai terminé, mais j'ai pas encore pris le temps de l'imprimer et tout ça, mais c'est un livre finalement qui a été fait pour permettre à des gens d'enrichir leurs connaissances. Dans le cadre des formations, les formations professionnelles, il y a un module qui parle de cet enseignement-là, parce que justement, je considère que c'est très important pour développer l'intuition, de nourrir notre intuition. Pour nourrir notre intuition, ben, il faut avoir la symbolique psychoanalytique des organes, d'une part. L'autre volet qui est très important que j'ai développé, c'est ce que j'appelle la spirale évolutive, c'est-à-dire une genre de typologie de l'être humain, de l'humanité, avec les 7 grandes familles d'âmes, les 7 grandes blessures émotionnelles et 56 états différents qu'on retrouve chez l'être humain, qui sont les 56 états d'évolution humaine qu'on retrouve et qui permettent de mieux comprendre globalement l'humain. Alors, avec ça, ces deux systèmes-là que je viens de te parler, tant la perception des organes et des systèmes du corps humain que cette vision autour de la typologie, fait qu'une personne, en se nourrissant de ça, en intégrant ça dans sa pratique intuitive, moi je pense que ça va beaucoup, beaucoup augmenter sa pratique intuitive parce que ça va lui permettre d'avoir comme un genre de fondation sur laquelle il va reposer. Parce que le problème avec les intuitifs, c'est qu'on a souvent l'impression que l'intuitif va, c'est un livre ouvert, on a juste à aller voir les annales akashiques, on va accéder à tout. C'est pas vrai. Oui, on va accéder à tout, mais moi, si j'ai un couloir gros comme ça, j'ai beau me connecter avec le savoir, les annales akashiques, si mon savoir est petit comme ça, ben, je vais accéder à ça de connaissance. Alors que si les annales akashiques, c'est infini la connaissance, et que moi, j'ai juste ça de disponible pour accéder à la connaissance, ben, je n'accéderai pas à la connaissance universelle. Donc, l'objectif donc du travail intuitif, pour moi, a toujours été le même, c'est d'élargir notre champ de conscience. Et élargir notre champ de conscience, c'est donc de pratiquer, très important, de faire des choses différentes dans l'intuition. Dans l'enseignement que moi je donne, il y a énormément d'applications différentes. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à dépasser nos limites. Et par exemple, un enseignement pour évaluer une maison, évaluer sa maison, l'équilibre de la maison, l'équilibre des courants électriques de la maison, les champs telluriques de la Terre. Bon, on apprend à explorer la maison. On apprend d'autres enseignements qui vont nous permettre d'apprendre à explorer l'alimentation intuitive, les remèdes, comment on évalue nos remèdes. Un autre va nous permettre de découvrir comment la relation avec la planète Terre. Alors, vous voyez, il y a plein d'applications possibles. Et plus on comprend toutes ces applications-là et on les applique, plus on apprend à enrichir notre langage intuitif. Et ce langage intuitif-là est vraiment important qu'on arrive à le nourrir parce que si, c'est comme parler comme une langue. Moi, si je veux parler une certaine langue, ben si je connais 3 phrases de cette langue-là, je vais être capable de les exprimer, ces 3 langues-là, je vais être capable de me débrouiller un peu avec ces 3 phrases que je connais. Sauf que si je veux commencer à vivre et communiquer avec des gens, je vais très vite me rendre compte que ces 3 phrases-là vont me donner une limitation importante sur ma capacité à pouvoir communiquer avec les gens. Donc, le langage intuitif, c'est exactement la même chose. Si je veux augmenter mon langage intuitif, je dois le cultiver, je dois le complexifier, je dois augmenter mon alphabet pour être capable de faire en sorte que le langage intuitif devienne un langage riche. Et c'est pour cette raison-là que tout le travail que j'ai cherché à faire avec cette typologie-là, entre autres, pour moi, a beaucoup d'incidence à ce niveau-là. Et encore là, l'enseignement qu'on retrouve, qui est proposé, les formations personnelles et professionnelles, il y a un volet sur cette typologie-là qui est proposé, puis sur les organes aussi, comme je disais tout à l'heure, qui est proposé, dans des objectifs, évidemment, d'enrichir le langage intuitif au maximum. Et quand on a bien compris ça,
on intègre bien ces connaissances-là, je suis convaincu qu'on va de beaucoup augmenter notre habileté intuitive. Il y a Krishnamurti qui avait écrit un très beau livre qui explique énormément pourquoi c'est si difficile de développer notre habileté intuitive. C'est Se libérer du connu qui explique très clairement que la peur que nous, on a en tant qu'être humain, dans notre mental, c'est de s'ouvrir à l'inconnu. L'inconnu, c'est quoi? Mais c'est l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est un saut quantique vers un univers super lumineux dans lequel on n'a pas la maîtrise de quelque chose. Et que quand on n'a pas maîtrise de quelque chose, nous, en tant qu'être humain, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de se fermer à cette universalité-là en se disant « je suis moi et je ne veux pas me perdre ». En disant « je suis moi et je ne veux pas me perdre », qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement réduire mon champ d'ouverture et me ramener à qui je suis. Et dans ce sens-là, ma démarche intuitive va être limitée encore plus par dû à ça. Donc, tout le travail intuitif est un travail vraiment relié aussi à l'expérience spirituelle également, d'élargir notre champ de conscience. Quand tu fais de l'écoute sur toi, tu vois des situations concrètes ou des personnages, les deux. Ben, en fin de compte, les deux. C'est-à-dire que, en fin de compte, il faut comprendre une chose, Robert, puisque la question que tu me poses me fait penser à ça. Si toi, tu veux travailler sur une situation concrète ou des personnages, toi, tu me disais, je découvre que mon écoute m'amène à avoir souvent les mêmes situations que des situations que j'ai déjà vécues. Ça, c'est une première chose. Alors, pour te sortir des situations que tu as déjà vécues, ça veut dire quoi? Ça veut dire déprogrammation. Donc, utiliser la déprogrammation pour te sortir des situations que tu as déjà vécues. Parce que les situations que tu as déjà vécues, tu les connais. Sauf que la déprogrammation, elle te permet de te sortir de ce que tu as déjà vécu pour accéder à des nouvelles informations. Donc, sois bien attentif à la déprogrammation par rapport à ce thème-là que tu viens de me nommer. La tienne est plus imagée. Oui, ça peut être plus imagé. Maintenant, il faut savoir que les images, les sensations, les mots sont les trois modes de communication principaux dans une pratique intuitive. Donc, je te dirais que ça a autant de valeur, les images, que les sensations, que les mots. Et que, évidemment, l'important, évidemment, encore une fois, c'est de d'écrire, questionner, déprogrammer, soigner pour être capable d'enrichir notre langage intuitif. Ça, c'est une autre chose que je dirais. Puis, quand tu l'écoutes sur toi, tu fais des situations concrètes ou des personnages, c'est-à-dire que je les sollicite. Et ça, je l'ai bien dit dans l'enseignement aussi. Hein. Solliciter, ça veut dire quoi? Si moi je travaille, si je ne sollicite pas rien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, tiens, je vais travailler sur ma relation, avec l'insomnie, par exemple. Là, je projette sur mon écran quelque chose. Là, je vois un triangle. Bien, travailler sur l'insomnie, quand je vois un triangle, c'est pas facile. Par contre, si je dis, ah ben, tiens, je travaille avec une image de moi quand je suis insomniaque. Je travaille avec quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus tangible. Donc, c'est là que tu vas comprendre, Robert, que quand tu veux faire un travail intuitif, tu dois solliciter la clarté de l'intention que tu veux faire. Si tu veux travailler avec une situation concrète, tu vas travailler avec la situation concrète en la nommant, en te préparant avant de travailler dessus, en ayant déjà une intention claire de c'est quoi la situation concrète sur laquelle tu veux travailler. Plus tu fais ça, plus ça va être facile. Moins tu fais ça, plus ça va être difficile. Parce que tu vas attendre à quelque part que l'intuition te donne des indications. Alors que toi, tu as un petit peu le devoir de dire, ben moi, je veux de l'information sur tel sujet. Donc, tu vas clarifier ce que tu veux travailler et ensuite, tu vas faire le travail pour aller plus loin là-dessus. Donc, l'important là-dedans, c'est que tu fasses un travail sur toi, un travail sur un partenaire, c'est la même démarche que tu vas aller chercher. Et que l'écoute sur des situations concrètes et des personnages, ça se fait de la même façon. Et que c'est toujours la même chose, c'est que tu vas prendre le temps de l'écrire, questionner, déprogrammer pour travailler là-dessus. Alors, si tu as des choses qui ne sont pas concrètes, qui ne sont pas tangibles, ça veut donc dire que tu n'as pas pris le temps, toi, de te mettre dans une préparation. Par exemple, je voudrais travailler sur le timide en moi. Ben, si je ne me prépare pas, ben, je vais peut-être me retrouver avec n'importe quoi dans mon travail intuitif. Si je prends le temps de me préparer, je vais travailler avec le Sylvain qui est timide et qui ressemble à telle chose, telle chose, telle chose, quand il est dans cette position-là. Donc, je suis dans une position de préparation qui fait que je vais être capable de travailler plus efficacement sur le travail que je vais chercher à faire à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est plus clair pour toi, Robert. Mais pour répondre à ta question, c'est les deux. Les 2, les 3, les 4, les 5. C'est-à-dire que des situations concrètes, des personnages, tout va être... on cherche à stimuler tous nos sens. Moi, je pense que je me rappelle d'une personne qui était qui avait le sens du goût et de l'odorat, qui était très développé.
Donc, pour elle, les perceptions intuitives qu'elle avait, c'était pas des images, c'était pas des sensations, c'était pas des mots, c'était des odeurs, puis c'était des saveurs qui apparaissaient sur sa langue. Et comment elle est arrivée à développer son intuition? C'est parce qu'elle décrivait, questionnait, déprogrammait, soignait de la même façon. Et elle parvenait, par cette démarche-là, à obtenir des informations. Alors là, on se rend compte que tous les sens sont des sources d'informations intuitives. Donc, quand on commence à s'ouvrir à toutes les possibilités, on s'enrichit tout simplement de tous les sens qui sont là, sans se préoccuper à savoir si on devrait être plus visuel ou moins auditif ou je ne sais quoi. Tu sais, tous les sens sont bons et tous ont une capacité de nous transmettre de l'information intuitive. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Sinon, ben, on va peut-être s'arrêter ici. Donc, ça fait peut-être après 1 heure qu'on a commencé le webinaire. J'ai fait ma petite présentation que j'avais en tête. Ensuite, j'ai pris le temps de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on termine? Alors, comme je disais, probablement que le mois prochain, on va utiliser une autre interface que celle que j'utilise actuellement, qui va permettre que les gens puissent poser leurs questions de façon plus interactive. Là. Donc, ça va être quelque chose qui va être assez intéressant. Donc, donc à la fin juin, probablement que le prochain webinaire aura donc une présentation un petit peu différente que celle que je vous ai proposée aujourd'hui. Donc, c'est juste pour en informer. Vous aurez un autre type d'accès que celui que vous aviez habituellement pour travailler là-dessus. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on a pas mal complété d'après ce que je vois. Je pense avoir répondu à toutes les questions également. Donc, si vous êtes intéressé avoir le replay rapidement ou que vous voulez à quelque part accéder à toutes les conférences, à tous les webinaires, à tous les centres d'information vidéo qui ont eu lieu, ben vous allez sur la chaîne YouTube Pleine Conscience Intuitive, vous pouvez vous abonner là et vous allez donc obtenir une somme d'informations assez importante. Sur le site Thérapie Intuitive, si vous allez dans l'un ou l'autre des 6 volets, vous allez retrouver également, vous pouvez aller sur le volet Pleine Conscience Intuitive, rituel chamanique, etc. Là, vous allez tomber à ce moment-là sur des bonus. Et dans les bonus, vous avez des quiz. Donc, je vous le dis comme ça parce que ça peut être intéressant pour vous. Des quiz, comment découvrir le type intuitif que l'on est. Un type intuitif, ça va être un type physique, type énergétique, type émotionnel, mental, spirituel. Donc, ça vous permet d'aller chercher de l'information là-dessus. Puis, une petite conférence qui vous est donnée aussi, donc c'est sympathique. Et vous avez également aussi un quiz sur les chakras, dans lequel vous allez découvrir un petit peu cette typologie dont je vous ai parlé, d'une façon assez sommaire, parce qu'on ne vous donne pas en détail tout, mais on vous explique, on vous permet d'aller chercher de l'information sur la dominance d'un chakra. Puis après ça, vous avez plusieurs conférences qui vous est proposées sur les chakras également, que vous pouvez accéder à partir de la fin du quiz, à la fin quand vous avez les résultats du quiz, vous allez avoir accès à plusieurs vidéos également, si cela vous dit. Vous avez également les 4 conférences sur la pleine conscience intuitive, toujours sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive, sur le site thérapintuitive.com plutôt. Vous avez donc 4 conférences gratuites sur la pleine conscience intuitive et 4 conférences gratuites sur participer à un monde meilleur. C'est les conférences qui vous parlent de la pleine conscience intuitive, mais dans un contexte plus collectif. Comment on peut, nous, en tant qu'être humain, c'est un peu le thème qu'on avait vu dans les dernières conférences que j'ai fait, mais on va plus en profondeur. On présente à travers 4 conférences les grands aspects, je dirais, de la pratique de la pleine conscience intuitive concernant l'aspect collectif. Donc, comment moi, en tant qu'être humain, je peux collaborer, je peux participer à un monde meilleur en tant qu'être humain. C'est un peu le thème des 4 conférences. Les travaux de Caroline Myss. Attends, je ne vais pas me tromper. Caroline Myss, c'est bien contre. J'aime beaucoup Caroline Myss. Oui, j'aime beaucoup. Oui, je ne vais pas me tromper, je dois juste être sûr de qui je parle. Je suis en train de regarder justement parce que j'ai des livres tout près de moi. Oui, Caroline Myss, c'est une des auteurs américaines que j'aime beaucoup. Elle fait du travail intuitif et elle a écrit des livres qui sont quand même que moi j'aime bien. Là, j'en ai pas sous la main comme ça, ils sont un petit peu plus loin. Mais c'est un auteur que j'aime bien, oui. Je ne sais pas quel est le sens de la question que tu me poses par rapport à ça. Je n'ai pas en tête la bibliographie de l'auteur en question. Mais entre autres, elle a écrit un livre sur les chakras, elle a écrit des livres également. Moi, je vais vous dire très franchement, ma vision de l'intuition a toujours été quand même assez concrète, assez terrestre. Puis, je ne suis pas très attiré par ce qu'on appelle l'ésotérisme, dans le sens que quand on parle d'intuition et qu'on rend les choses trop obscures, trop abstraites, moi, ça me plaît plus ou moins parce que l'intuition,
pour moi, c'est quelque chose de très concret, très tangible, très pratico-pratique. Donc, j'aime bien quelque part qu'on le présente dans un contexte plus pratique. Et Caroline Myss est justement une auteure que je trouve qui a beaucoup de... qui est très intéressante au niveau de cette capacité justement de transmettre des informations qui sont plus concrètes, plus tangibles. C'est une des bonnes auteurs américaines, parce qu'il y a de tout aux États-Unis, évidemment, en termes de démarche intuitive. C'est un auteur que moi j'aime bien, que je n'ai pas sous la main ici, mais j'ai des livres derrière, dans mon autre bibliothèque, là, derrière sur elle. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je dirais. Si tu veux nous partager une bibliographie, je serais intéressé. Oui, ben, dans le cadre des enseignements, tu pourrais me refaire la demande, je pourrais te donner l'information là-dessus. Tu nous avais tiré la sortie de ton livre sur le symbolisme. Ben, c'est un enseignement, en fin de compte, ce livre, finalement, comme je disais, bon, le prochain livre qui va sortir, en fin de compte, c'est sur la typologie des chakras. J'ai choisi d'y aller par ordre. Donc, le premier livre, ça va être sur celui-là. Ça va être un petit peu sur le langage intuitif, tous les prochains ouvrages que je vais faire. Hein. Donc, je vais réécrire aussi le livre sur les bases de la pratique de la pleine conscience intuitive, qui vous présente très pratiquement comment développer la pleine conscience intuitive. C'est un livre qui va être réédité, que je vais refaire. Il va y avoir donc le livre de la symbolique psycho-énergétique des organes qui va venir aussi à travers ça. Il y a un jeu de cartes intuitif qui va venir avec ça. Un livre sur les biorhythmes qui va s'inspirer de l'astrologie et de la typologie pour présenter un genre de thème, pourrait-on dire, psycho-énergétique des chakras qui va être fait. Ça va être présenté sous forme de jeu. Alors, l'idée là-dedans, c'est de faire de développer un concept, justement, dans lequel les gens apprennent, tant d'une façon ludique que d'une façon plus professionnelle ou plus technique, là, à développer la pleine conscience intuitive en augmentant leur langage, en comprenant un langage plus complexe. Alors, c'est ça qui a été la principale démarche que je suis en train de faire actuellement. Et ça a été beaucoup plus long parce que, bon, ça a pris plus de temps que prévu de développer une maturité par rapport à la compréhension que j'avais du langage que je mettais en place. Après un long travail personnel, il y a quelque chose qui s'accroche à moi, c'est que j'ai du mal à aimer les gens. Oui, je te dirais ça comme ceci, Anna, c'est qu'on pourrait voir ça comme un problème, puis on pourrait voir ça comme étant une réalité. OK? La réalité, c'est que c'est pas un problème. Il y a quelque chose qui s'accroche à moi, j'ai du mal à aimer les gens. OK. C'est quoi le problème? À partir du moment qu'on a reconnu qu'on a la difficulté qu'on a du mal à aimer les gens, est-ce qu'on peut voir ça comme un problème ou est-ce qu'on peut voir ça comme un fait? Alors, si on voit ça comme un fait, on se dit, bon, c'est un fait qu'actuellement, je ne me sens pas en mesure d'aimer les gens facilement. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? C'est que je peux donc développer une introspection pour comprendre davantage ce qui se passe en moi par rapport à ça. Donc, c'est là qu'on revient avec la pleine conscience intuitive qui m'amène à travailler justement sur la facette de moi qui a du mal à aimer les gens. Cette facette de moi qui a du mal à aimer les gens me permet d'apprendre à découvrir cette facette-là, de comprendre pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, etc., etc. Et c'est là, quelque part, qu'on va arriver tout doucement à ne plus être dans cette espèce de relation négative, je dirais, par rapport à quelque chose qui est en moi, mais je vais plutôt apprendre à collaborer avec cette énergie-là comme une énergie qui va s'harmoniser davantage avec moi-même. Je ne me trouve pas assez bienveillante comme... oui, mais c'est sûr que c'est... que la bienveillance, c'est un élément fondamental. Moi, j'appelle ça l'accompagnement. S'accompagner. S'accompagner, ça veut dire qu'à chaque jour, je me tends la main et je m'accompagne. Alors, si je ne m'accompagne pas, qu'est-ce que je fais? Ben, je peux effectivement être dur avec moi-même. Je peux faire plein de trucs. Le pardon, par exemple. Tu vois, tu parles du pardon. On m'a conseillé de travailler sur le pardon. Le pardon de quoi? Est-ce que tu as quelque chose à te faire pardonner? Si tu dis que tu as du mal à aimer les gens, mais quelque part, il faut comprendre, tantôt je vous ai présenté des étapes, puis je vais y revenir pour bien te faire comprendre quelque chose, Anna. J'ai parlé de reconnaissance, pardon, gratitude, déclaration. Dans l'enseignement, d'ailleurs, tu suis l'enseignement, de toute façon, sur le mantra de la transformation, il me semble. Mission de vie et transformation de l'être, c'était ça un peu. Et la reconnaissance, c'est quoi? C'est je reconnais que j'ai du mal à aimer les gens. Ça, c'est une reconnaissance. Je reconnais que j'ai du mal à aimer les gens. Je me pardonne, hein, parce que quelque part, c'est pas de ma faute. Je suis comme ça, c'est quelque chose que je constate, j'ai du mal à aimer les gens. Je me pardonne. Maintenant, l'élément clé, c'est le troisième, la gratitude. Pourquoi je dirais que j'ai de la gratitude? Parce que j'ai du mal à aimer les gens. Là, ça devient intéressant. Parce que là, c'est là que tu fais un genre de switch. C'est là que tu commences à comprendre
que l'expérience de vie que tu expérimentes dans cette idée de ne pas être en mesure d'aimer les gens te sert à quelque chose. Et c'est là que tu parles de la gratitude. C'est là quand tu commences à comprendre que tu as de la difficulté, tu as du mal à aimer les gens, parce que peut-être finalement que tu as du mal à aimer les gens, parce que fondamentalement, tu es une fusionnelle qui adore les gens et qui adore tellement les gens qu'elle a la peur de se perdre dans les gens. Et que comme elle a peur de se perdre dans les gens, elle a donc développé ce mécanisme de se dire « j'ai du mal à aimer les gens, de cette façon-là, je ne me perdrai pas en eux ». Alors là qu'on commence à comprendre qu'il y a de la gratitude possible, parce qu'on se dit « OK, ce comportement-là qui me fait dire que j'ai du mal à aimer les gens a sa raison d'être. Il m'a permis de ne pas me perdre dans les autres, de ne pas me fusionner dans les autres. » Maintenant, je peux donc avoir de la gratitude par rapport à ce comportement-là, et je peux faire une déclaration qui me dit, bien, voyez les amis, j'ai pris conscience de pourquoi j'ai de la difficulté à aimer les gens, et je prends conscience de la raison d'être de ça, et je déclare que je n'ai plus envie maintenant d'utiliser ce comportement-là, parce que je comprends quelque part que maintenant je suis capable de pouvoir aimer les gens d'une façon plus adulte. Donc, je n'ai pas besoin de ne pas les aimer ou je n'ai pas besoin de me fusionner à eux. Je peux me retrouver dans une position de verticalité dans laquelle je vais apprendre à trouver une place juste dans l'amour. Ne pas me perdre dans les autres, mais ne pas les rejeter non plus. Et c'est là que je vais commencer à comprendre effectivement que je suis en train de développer de nouveaux comportements. Et c'est ça qui va me permettre de faire ma déclaration à ce moment-là. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, Anna. Tu me diras si tu m'as bien suivi. Mona Lisa Schultz. Tu vois, tu me poses des questions, Steve Inard. Il y a plusieurs auteurs dont je pourrais, qui peuvent s'apparenter. Je dirais que Mona Lisa Schultz, elle a travaillé, elle a écrit un livre avec Louise Hay, il me semble, entre autres, mais elle a écrit effectivement un livre sur l'intuition. Pour moi, son livre sur l'intuition était un livre assez sommaire, assez léger, Le réveil de l'intuition, je pense que c'était quelque chose comme ça. C'était pas un livre qui était très élaboré, je dirais. Pour moi, Caroline Myss, par exemple, pour revenir, elle a un apport, un enseignement qui m'apparaît plus substantiel, je dirais ça comme ceci. Sauf que le livre que Mona Lisa Schultz a écrit avec Louise Hay est un livre sur la guérison qui était quand même intéressant aussi. Donc, il y a plein de livres. Moi, je n'ai pas tout lu, hein. Mais sur l'intuition, je dirais que Caroline Myss est certainement une des auteurs que je trouve qui est très intéressante par rapport aux États-Unis, mais même par rapport au monde. Là, comme moi, ce que j'ai lu, c'est quand même un auteur avec lequel je suis en assez en affinité. Moi, ma façon, pour bien clarifier, sans peut-être pas bien connaître ce que je fais, mais moi, quelque part, l'idée de l'utilisation de l'intuition, de développement de l'intuition, elle s'inspire de la guérison, bien sûr, du chamanisme et des guérisons. Et évidemment, la spécialité, moi, c'est beaucoup de développer les habiletés intuitives telles que la clairvoyance, la médiumnité, mais dans un contexte moderne, puisque je reconnais que pour développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, il faut accéder à l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, c'est un véhicule qui me permet de voyager en moi, qui me permet de voyager vers un partenaire. Et c'est cette interaction-là, c'est ce genre d'interaction-là qui va favoriser un langage intuitif, qui va amener des images, des sensations et des mots qui vont finalement correspondre à un langage. Et ce langage-là va s'enrichir par une connaissance. La connaissance, c'est par des grilles, des systèmes de représentation, comme le système sur les organes et les systèmes du corps dont je parlais tantôt, ou sur la typologie que je vous ai présentée tantôt aussi. Pour moi, ce sont des systèmes de représentation qui font que je suis capable de développer mon intuition parce que j'ai des assises qui me permettent de pouvoir donc me sentir plus à l'aise dans l'exploration de la démarche. C'est ça un peu, je dirais. Je comprends le fait qu'il y a quelque chose d'immature en moi, de ma relation à l'autre, sûrement dû au fait que j'ai toujours été isolé enfant et abusé en plus. Mais tu vois, je pense que, tu reviens avec le mot immature. Alors, encore une fois, c'est un jugement. Tu sais, je comprends le fait qu'il y a quelque chose d'immature, oui, dans ma relation à l'autre, sûrement, dû au fait que j'ai toujours été très isolé enfant et abusé en plus. Tu vois, isolé, c'est je n'aime pas, hein, je ne vous aime pas, hein, parce que moi je m'isole, je ne vous aime pas. Abuser, je me fais abuser. Abuser, c'est la fusion. C'est je me fais abuser. Je n'ai pas la possibilité de me protéger. Quelqu'un me rentre dedans puis il me prend. Il me possède. Alors ça, c'est l'abus. Alors tu vois, c'est ça un peu que je te disais tout à l'heure, Anna.
Alors, il faut que tu apprennes justement à regarder ça de ce point de vue de reconnaissance, pardon, gratitude, déclaration. Je t'inviterai à faire l'exercice que je t'ai décrit tout à l'heure pour te donner l'opportunité de commencer à rephraser dans ton cerveau ta façon de concevoir ta situation avec toi-même pour commencer à te libérer et à te dégager de ça. C'est ça un petit peu que je te dirais par rapport à ça, Anna. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses avant qu'on termine? Je pense qu'on est pas mal sur la fin maintenant. Alors, je vois en tout cas dans un premier temps, je vous remercie pour les questions que vous m'avez posées. C'était très intéressant. Bonsoir Sylvain, est-ce que selon toi, je peux faire des soins à distance? Si oui, comment protéger la séance? Christelle, bonsoir. Est-ce que selon toi, je peux faire des soins à distance? Christelle, tu es une étudiante à moi, pour commencer. Peut-être que c'est ça que j'aimerais comprendre, parce que est-ce que selon toi, je peux faire des soins à distance? Ben, moi, je dis oui, tu peux en faire des soins à distance. Oui, comment protéger la séance? Ben là, j'aimerais ça que tu comprennes, que tu me fasses comprendre d'où est-ce que tu viens, là, parce que la question que tu me poses m'amène à me dire, bon, ben, tu as une question qui est intéressante, mais je ne comprends pas quelque part euh, très bien quelque part la question en elle-même. Tu vois, c'est ça un peu que je te dirais. OK, donc il y a une question qui m'a été. Donc, pour Christelle, bien évidemment, moi je dirais que bien sûr que faire des soins à distance, tu peux en faire. Maintenant, je n'ai pas à moi de te dire si tu peux en faire ou pas en faire. Je ne sais pas de quoi il s'agit à ce niveau-là. Et si oui, comment protéger la séance? Je ne comprends pas non plus la question. J'aimerais ça que tu me précises et tu précises ça. Virginie qui dit merci pour votre écoute et propositions. Je rencontre toujours la même problématique. Dans mes rendez-vous amoureux et amicaux, je me retrouve toujours en position d'écoute des autres qui me parlent de leur vie et problèmes sans y continuer. Et même certains thérapeutes me parlaient de leur vie, enfants, maison, travaux, que dois-je changer dans mon énergie pour que cela cesse. J'ai des choses à dire, je m'exprime, mais j'ai besoin d'un temps de silence, se pose, avant de pouvoir parler. Je suis malheureuse de cette situation, merci pour votre avis toujours éclairé. Euh, Virginie, euh, ce que je te dirais, Virginie, par rapport à ça, c'est que on peut avoir une belle sensibilité. Et la belle sensibilité fait qu'on va être à l'écoute des autres. Parce qu'on est sensible, on est à l'écoute des autres. Maintenant, être à l'écoute des autres, ça n'implique pas qu'on n'ait pas le droit d'assumer nos intentions. Dans un contexte amoureux, par exemple, quand on rencontre quelqu'un, je te dirais que si une personne se met à parler et qu'elle ne te donne pas l'opportunité de... Elle ne semble pas intéressée à toi, bien déjà, c'est un indice que la relation ne se manifestera pas d'une façon très, très intéressante pour toi, hein, parce que, évidemment, toi, ton objectif, finalement, que tu dois comprendre, que tu dois rechercher, je dirais, dans tout ça, c'est que finalement, toi, ton objectif, c'est d'arriver à développer une relation euh, avec les gens qui sont autour de toi, dans lesquels tu dois arrêter de dire, je vais voir comment... Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, je me mets dans un coin, puis je vais attendre de voir si la personne elle va se rendre compte que je suis dans un coin. C'est toi qui es responsable de t'être mis dans le coin, puis c'est toi qui es responsable d'aller voir les autres gens pour les aviser de ce qui se passe. Si tu attends que les gens se rendent compte que tu es dans un coin, tu risques que les gens ne viennent jamais te voir. Alors moi, c'est ça que je pense, que je sens de toi, c'est que tu es une, je vais exagérer en le disant comme ça, il y a une forme de victimisation chez toi, et cette victimisation te rend dépendante et t'attends quelque chose. T'attends que les gens se rendent compte que tu es dans un coin. Alors, tu n'es pas dans un coin, tu es juste comme tu es renfermant devant toi, tu ne parles pas, tu écoutes les autres. Et t'attends que les gens se rendent compte que tu ne parles pas. Alors que finalement, tu auras avantage, toi, de parler. Parce qu'en parlant, qu'est-ce que tu ferais? Ben, tu te mettrais dans une position où tu assumerais ton envie d'avoir un échange juste avec ton entourage. Et c'est là, quelque part, que je sens que tu pourrais bénéficier de quelque chose de beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant à ce moment-là. Je ne sais pas si tu me suis par rapport à ça, donc, Virginie, mais moi, c'est ça que je te dirais. C'est que je pense à quelque part que quand tu dis est-ce que je dois changer quelque chose dans mon énergie, ben, je te dirais que la première chose, c'est cesse d'imaginer que c'est les autres qui doivent se rendre compte de comment tu es, puis permets-toi d'être qui tu es. Donc, de te rendre compte, hey, tu me penses pas, tu vas juste parler, là. Moi, je pense que c'est important que je parle aussi, là. Ça t'amène, toi, à te mettre dans une position où tu brises à quelque part ce que j'appellerais la dynamique malsaine dans laquelle tu te mets dans une position de victime. Tu me dis c'est très juste, donc ça serait peut-être quelque chose à appliquer, à essayer. Anna qui me dit merci beaucoup Sylvain, j'avais réécouté en replay car ça coupe par moment.
mais je te rejoins complètement dans ton analyse, OK? Est-ce nécessaire de protéger une science au niveau énergétique? Je comprends pas toujours très bien, je comprends pas tout à fait bien la question. De protéger de quoi, premièrement? Parce que toi, je ne sais pas, tu me dis, est-ce que tu peux faire des soins à distance? Est-ce que tu as déjà suivi quoi avec moi? C'est ça que je voulais te demander, parce que quand tu me poses ça, ça veut donc dire c'est comme si j'avais un certain rôle à jouer dans ta décision. Alors que finalement, bon, quelqu'un qui a suivi, qui veut faire des soins, ben il le fait. Hein, j'ai pas rien à dire là-dedans, hein, dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que je me pose la question. Puis la deuxième chose, c'est que se protéger une science, je vois pas trop de quoi on parle quand se protéger. Parce que se protéger, ça implique toujours cette notion de dualité dont j'ai parlé tantôt. Et cette notion également de se dire, je dois me protéger de l'autre. Mais l'autre, finalement, c'est qui? C'est une personne qui vient soigner. Et toi, tu veux te protéger de cette personne-là qui a besoin d'aide. Mais pourquoi tu veux te protéger d'elle? De quoi as-tu peur? Tu vois, c'est ça un peu que des fois que je me questionne quand on me parle de protection. Puis aussi, c'est que quand on s'enracine, ça veut donc dire dans une position de puissance. Alors, si je suis dans une position de puissance, ben quelque part, je n'ai pas à me sentir dans une position de complexité par rapport à mon entourage. Je sais quelque part que je suis dans une position de protection quand j'assume mon énergie, quand j'assume qui je suis. Donc, cette notion de protection, ça serait se protéger de quoi en fin de compte, Christelle? Si tu veux me répondre à ça, ça pourrait m'aider parce que je ne comprends pas très bien de quoi tu veux te protéger finalement dans la démarche. Oui. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de démarches, mais là, je comprends peut-être mieux. Quand tu me dis que tu n'as pas suivi de quoi avec moi, c'est ça, c'est que moi, dans ma démarche, je ne mets pas tellement d'emphase. Euh, il y a pas tellement, c'est pas, on ne met pas tellement d'emphase sur l'idée de faire des protections particulières. Pourquoi? Parce qu'on parle du principe, justement, que le bien et le mal n'existent pas. Et que c'est le regard que moi je porte sur quelqu'un qui va cultiver ce qu'on pourrait appeler négatif. Alors, moi, ce que je te dirais, c'est que quelqu'un qui serait, par exemple, porteur d'énergie très sombre en lui, ben toi, tu pourrais te dire, ben va te rétro cette année-là, t'es sombre, je ne veux plus te parler. Oui, mais tu es un aidant. Pourquoi tu ne devrais plus parler à cette personne-là qui est sombre, puisqu'elle vient te voir parce qu'elle a besoin d'aide? Pourquoi tu ne devrais pas l'aider? Alors, vous voyez, c'est que si tu aides cette personne-là, c'est parce qu'elle justement elle est sombre. Elle veut être dégagée. Elle veut comprendre mieux qu'est-ce qui se passe en elle. Donc, elle est sombre, elle est consciente, mais elle veut effectivement se libérer de ça. Donc, moi, je suis dans une position où je suis une position de témoin de ça. Je ne vais pas la juger, je vais l'accompagner dans une démarche de guérison. Donc, je pense que ce soit un soin à distance ou un soin en présentiel, la problématique reste la même. On a à collaborer avec la personne qui est devant soi en comprenant qu'est-ce qui se passe chez elle et en l'accompagnant et en la soignant. Alors, si on la juge ou si on a l'impression quelque part que c'est négatif ou qu'on a besoin de se protéger de quelque chose, ça doit dire quelque part qu'on porte en nous quelque chose de négatif, de sombre. C'est-à-dire qu'on porte en nous quelque part quelque chose de défensif envers l'autre. Et je trouve que ça ne contribue pas à favoriser un travail de guérison conscient, je dirais. C'est un peu ma réponse que je te donnerais par rapport à ça, Christelle. Ça rejoint un peu toute cette notion d'entité négative, par exemple. Hein, j'ai peur, j'ai pas des entités, je veux pas me faire posséder, je veux pas. Tu vois, c'est tout ce concept-là de crainte aussi. Et tout ça, pour moi, c'est beaucoup lié justement à l'incompréhension des choses. Ainsi, quelqu'un se manifeste au niveau psychique avec un visage un peu sombre, c'est pas parce qu'elle est sombre qu'elle est négative et méchante, puis il faut aller se mettre du sel, puis aller se mettre de l'eau bénite sur soi. Il faut comprendre à quelque part pourquoi c'est comme ça. Et je pense que c'est là qu'on commence à se libérer du bien et du mal, qu'on commence à comprendre qu'est-ce qui se passe plutôt que de le juger. Et malheureusement, c'est ça souvent qu'on retrouve dans les soins, cette notion de protection qui est liée donc à cette vision de quelque chose de négatif, de sombre, etc. Voilà. OK, donc je pense qu'on aurait pas mal complété, à moins qu'il y ait d'autres questions qu'on termine. OK, donc je pense qu'on va t'arrêter ici puisqu'il n'y a pas d'autres questions qui semblent se manifester. Donc écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit webinaire qui avait pour objectif donc de répondre à des questions de divers ordres. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc il y aura un replay qui va vous être donné sur la chaîne YouTube là, dès que ça va être terminé, donc dans la fin de la journée aujourd'hui ou demain matin ou plus tard pour ceux qui sont comme en Europe par exemple, qui va être un peu plus tard. Donc ça va être plus peut-être demain matin pour eux.
Donc, si ça vous dit, ben, inscrivez-vous à la chaîne puisque ça peut vous aider à avoir accès plus facilement aux vidéos. Merci Sylvain, c'est très génial de ta part d'avoir répondu à toutes mes questions. Bienvenue Virginie, j'espère que ça va t'aider et tous et chacun d'ailleurs, que ça puisse vous aider à cheminer tous ensemble. Alors, tous ensemble, on peut créer un monde meilleur, c'est ça que j'aurais envie de vous dire. Puis, c'est ça un peu qu'on cherche à mettre à jour avec ces petites rencontres, hein, de vous aider à cheminer dans cette direction-là. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée ou de soirée et je vous dis donc à très bientôt, à une prochaine. Donc, au revoir.